Donc bonsoir à tous, je m'appelle Albin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le vice-président de l'association Imhotep de l'école d'architecture de Saint-Étienne, qui est une petite association qui a été créée en 2011 ici et qui a pour but un peu de mettre en pratique ce qu'on apprend dans le cadre de nos études et de faire un peu de sensibilisation auprès des étudiants et du grand public sur une architecture un peu différente, un peu plus durable. Donc on organise notamment, on monte un cycle de conférences cette année autour un peu de l'architecture et du voyage. Et donc vous avez les premiers intervenants de ce cycle Espace Possible, donc Franz et Mathieu, qui sont là pour vous parler un petit peu de leur récit. C'est deux jeunes urbanistes qui ont fait 5000 km à vélo en France et à la recherche d'un urbanisme autogéré, d'autres pratiques de faire la ville. Donc ils sont là pour nous raconter un petit peu leur périple. Donc c'est une conférence qu'on organise en complète autonomie. Du coup, c'est une conférence qui est à prix libre. Donc à la fin, on vous demandera une petite participation pour rémunérer les intervenants. Mais on vous en reparlera un petit peu plus en détail. Donc je vous laisse entre leurs mains et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci Albin pour la présentation. Et merci Imhotep du coup pour l'invitation à venir à Saint-Étienne. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Pour nous, ça va être la première fois qu'on me présente devant un public aussi large. Alors, donc on va vous présenter Espace Possible. Donc Espace Possible, c'est un projet qui est né il y a plus d'un an maintenant, fin 2014, alors que ça faisait 6-7 mois qu'on sortait les études. Nous, on a fait un master en urbanisme à Rennes 2. Et puis, à la sortie des études, difficulté de trouver du travail ou alors du mal dans les premières expériences professionnelles à se couler dans le moule avec le devoir de réserve, à nourrir les tiroirs de dossiers qui restent non lus ou peu lus, peu appliqués d'ailleurs, peu suivis des faits, devoir passer son temps à convaincre des élus, difficulté avec la hiérarchie et avec le salariat en général, trouver comment mêler le travail, notre passion pour l'urbanisme, pour œuvrer au bien-être des habitants, avec des cadres qui sont trop étriqués déjà pour nous. Du coup, moi, j'avais pas de travail à l'époque, et Franz a quitté, lui, son travail, alors qu'on lui proposait un CDI, le rêve de tout le monde, pour voyager. On avait envie tous les deux de voyager à vélo, parce que c'est plus sympa. Et après, on s'est dit que ce voyage-là, il devait être utile pour nous et utile autour de nous. Donc un voyage qui devait avoir un but, pour trouver un sens pour nous et faire sens autour de nous. Donc on s'est dit, faut pas quitter l'urbanisme, la ville en général, et allons voir un urbanisme intéressant. On a toujours la même vocation, d'œuvrer au bien-être des gens. Mais avec un système grippé ou mal ficelé, les débouchés de nos formations ne nous permettaient pas de mener cet objectif à bien. Donc il fallait voir d'autres manières de faire pour compléter notre formation. Donc on songeait un petit peu au collectif d'architectes qui travaillaient autrement, en transformant les espaces publics avec les habitants, aux groupes d'habitants qui défendaient leur quartier, qui le transformaient par eux-mêmes, qui changeaient leur espace de vie, et donc on a voulu aller les voir. Et du coup, ça nous a posé la question de travailler sur le concept de qu'est-ce qu'on allait voir exactement, avant de poser le mot urbanisme autogéré. Tout d'abord, on est en une école d'architecture. Aujourd'hui, ce sont les architectes qui font principalement la ville concrètement, mais en tant qu'urbaniste, on voulait aussi poser qu'est-ce que c'était l'urbanisme. Avant tout, l'urbanisme, c'est organiser la vie sur un territoire, donc c'est tout ce qui est on habite, on loge dans des logements, on circule dans des rues, on se rencontre dans des bars, dans des salles, dans des espaces publics, on utilise des équipements où on fait du sport, on va se promener au bord des rivières, etc. Et tout ça, c'est les espaces habités. Donc l'urbanisme, c'est l'organisation de l'ensemble de ces espaces. Et au début, on a failli prendre le terme d'urbanisme participatif, et on s'est très vite rendu compte que la question de la participation des habitants, elle était, le mot participatif nécessitait qu'il y ait toujours une décision qui était prise par les élus, que ça venait d'en haut. On ouvrait un cadre dans lequel les gens pouvaient s'exprimer et dans lequel ils pouvaient participer. Mais quand ce cadre était refermé, les habitants n'avaient plus droit à expression. Du coup, une de nos grilles principales de lecture, c'est celle-ci, c'est l'échelle de participation de Sherry Arnstein, où il y a du coup différents niveaux de
de participation. Le premier, la manipulation, ensuite l'illusion, l'information, la consultation, la concertation, la co-construction, la délégation de pouvoir, et enfin le contrôle citoyen. Mais dans les faits, en fait, en général, ça ne dépasse rarement la concertation. Tous les processus participatifs en France organisés par les pouvoirs publics, aujourd'hui, ne dépassent pas la concertation. Ou alors, ils mettent en place des processus de participation qui servent plutôt à sauver les apparences ou à acheter la paix sociale. Et finalement, il y a peu d'efforts qui sont pris pour prendre en compte l'avis des habitants, qui puissent participer vraiment en amont des projets, leur donner envie de s'investir, de se mettre au même niveau qu'eux. Et finalement, les élus, ils se contentent de parler ils sont bien contents que dans les réunions publiques, les gens leur parlent de crottes de chien, de bruit, de parking, etc. Alors que finalement, la participation, ça va bien au-delà de ça. Et du coup, l'urbanisme autogéré, pour nous, c'est parler sur les degrés les plus hauts de cette échelle de participation, où les habitants ont un vrai pouvoir de décision, il y a une vraie délégation de pouvoir qui est donnée ou qui est conquise. Et autogéré, c'est aussi au sens où la verticalité contraire à la verticalité descendante de l'urbanisme, que l'urbanisme dominant, il est descendant, il s'impose à nous, là où on habite, là où on se déplace, finalement on a peu de prise sur ces endroits-là, et donc c'est très vertical, et on a appelé ça urbanisme autogéré, entre autres justement en opposition à cette verticalité. Donc on s'est posé la question, pourquoi associer les habitants ? Et donc associer les habitants, ça permet d'être au plus proche des besoins pour les projets, d'utiliser au meilleur escient les ressources, pour arriver au résultat le plus proche vraiment de ceux à quoi ont besoin les gens, au plus proche des usages. Également pour avoir une meilleure appropriation des projets dès le départ, dès la conception, que les habitants puissent imaginer comment ils vont utiliser le lieu, qui soit fait vraiment pour eux. C'est aussi une meilleure acceptation des changements. Il y a combien de projets qui, une fois finis, ne sont pas utilisés, mal utilisés, détournés, tagués, salis, démolis. Donc attention à ce que la participation ne soit pas non plus une manière d'acheter la paix sociale, comme ça peut être parfois. Associer les habitants, c'est aussi créer un climat de confiance entre les différents acteurs, différentes parties prenantes, qui nourrit par l'interconnaissance, le dialogue, qui permet de connaître les envies, les aspirations de chacun, les marges de manœuvre, les intérêts aussi, et à partir de là, savoir où on va, jusqu'où on peut aller. C'est aussi renforcer un tissu social, ou le créer, voire dans des endroits où il est très, très desserré, qui puisse être un terreau après pour de futures initiatives. On a eu pas mal d'endroits où un projet a pu en créer pas mal d'autres par la suite. C'est aussi, plus globalement, redonner un élan démocratique qui redonne vraiment ses lettres de noblesse aux mots politiques et sortir du jeu politicien pour vraiment faire de la politique dans l'action. Et tout simplement, pourquoi associer les habitants ? Parce qu'après, c'est eux qui les vivent, ces espaces-là, c'est eux qui habitent là. Et quelque part, on est tous urbanistes. Par notre vécu, on a tous un avis sur la façon dont on doit aménager notre quotidien dans l'espace, sur ce qui nous plaît ou pas, sur les lieux où on aime aller, sur ceux qu'on ne veut pas voir. Et il serait vraiment dommageable de continuer à se priver de centaines, voire de milliers d'années d'expérience cumulées par des groupes d'habitants. Et ainsi produire enfin un urbanisme qui est non déconnecté des besoins des habitants, des mémoires des lieux, des relations sociales, et qui puisse penser aux évolutions futures du bâti et des usages. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de revenir sur notre critique de la fabrique de la ville. Cette fabrique dans la ville dans laquelle les études nous amènent, dans laquelle on est invité à participer, et le cadre qui nous est donné, dans lequel on ne se reconnaissait pas, et c'est pour ça qu'on porte une critique et qui est le point de départ de notre voyage. Et les maux de la ville aujourd'hui, ils sont très nombreux. Peut-être principalement, c'est la question de la pénurie des fonds publics. Et face à ce désengagement, la ville est majoritairement produite pour le profit, et non pour le profit du capital et non pour le profit des habitants. Et que la ville, comme on l'a dit, elle est orchestrée par les pouvoirs publics, mais surtout aujourd'hui par les promoteurs et les banques. Et derrière eux, il y a toute une économie qui se fait, celle de l'économie de l'habité, du logement, et qui n'est pas du tout l'économie de l'habitant, de qu'est-ce qu'il souhaite, de qu'est-ce qu'il veut. Il y a un jeune cabinet d'architectes parisien qui s'appelle Atelier Georges qui a tenté de calculer un peu où va l'argent dans une opération immobilière, vraiment en prenant en compte toutes les entrées d'argent et tous les différents flux. Vraiment du début de la conception jusqu'à l'achat du logement par les gens qui vont y habiter.
ou pour le louer. Et en fait, ils se sont rendus compte que 50% des sommes investies sur l'ensemble d'une opération, cet argent, elle va en fait dans les poches de la banque, enfin des banques. Alors, ce qui est sûr, c'est que majoritairement, c'est l'argent de l'achat de logements par des prêts, mais ça montre bien qu'il y a quand même un petit problème dans cette économie globale, qu'on pose vraiment l'ensemble des éléments et qu'il y a des choses qui disparaissent. Et aujourd'hui, c'est vraiment les acteurs économiques privés qui sont largement les producteurs de la ville, des biens, des services urbains, des espaces publics, et que ces acteurs privés sont complètement dénués d'une vision globale et incluant de tous, et ils considèrent vraiment les habitants comme des clients. Ce qui fait qu'il y a une vraie privatisation des espaces, et entre autres des espaces publics, et qui est face à un recul de la ville vivante et habitée. Il faut remonter un peu loin pour trouver une des origines de ce problème-là, remonter même aux origines du capitalisme, où, par exemple, au XVIIIe siècle, en France, au moment où on a commencé à superposer un espace géométrique, mathématique, sur un espace sensible, vécu, avec quand on a créé le début du cadastre, la volonté de mettre un prix sur toute chose. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à isoler la Terre pour en faire un marché. Donc là, on a créé artificiellement de la valeur sur l'espace et du coup jeté les graines d'une organisation spatiale ségrégante dans tous les espaces. Et à partir de là, en plus, il y avait une justification sociale. On a considéré que la propriété, ça devenait un devoir social, que les gens étaient incapables de s'auto-organiser pour répondre aux besoins de tous et qu'il fallait des propriétaires paternalistes, bons pères de famille, qui allaient bien gérer l'espace pour le bien-être de tous ceux qui étaient acceptés, bien sûr. Et alors qu'il y avait déjà des exemples depuis le Moyen-Âge en Europe, avec les commons en Angleterre ou les communaux en France, de groupes de gens qui avaient des terres pauvres, à qui on leur laissait la gestion commune de ces terres, des droits de ramasser du bois, de ramasser du miel, de construire des bâtiments, et ça se passait bien. Il n'y avait pas d'habitants qui prenaient le pas sur d'autres. Tout était géré en relative intelligence. Et aujourd'hui, il est très dur de faire sortir la terre du marché. Il faut des cas juridiques très complexes, des situations particulières, des terres isolées que personne ne veut, ou des gens courageux qui acceptent de faire un sacrifice, de sacrifier une part de leur patrimoine, d'acheter en commun, et après, sans être propriétaire, de se retirer. Donc ça, on a vu des gens comme ça, c'est très courageux, c'est pas donné à tout le monde. La propriété en France, c'est quand même un droit qui est très ancré, qui est aussi à la base de la Révolution française. Mais les comportements, les habitudes changent aujourd'hui. La crise aidant. La propriété attire moins, c'est plus autant qu'avant un symbole de reconnaissance sociale, et devient même parfois un fardeau. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la société, c'est plus l'usage d'un bien, qui soit un objet, un logement, un terrain, plus l'usage que la fonction d'un bien qui est recherché. En témoigne tout le développement de tout ce qui est économique, collaboratif, du partage, etc. Et aujourd'hui, justement, la ville est en train de se restreindre à une valeur d'échange. La ville est achetée, vendue, et le poids de sa valeur d'usage ne compte plus. La ville, c'est plus qu'un lieu de flux, là où les humains, les marchandises se passent. Et du coup, on est vachement revenu en arrière. On a pas mal de références qui datent des années 60-70. Depuis, pas grand-chose n'a changé depuis. C'est le droit à la ville, qui est défini par le philosophe Henri Lefebvre, donc qui définit comme une forme supérieure des droits à la liberté. C'est le droit pour tous d'avoir accès aux services et aux possibilités qu'offre la ville. Le droit à la centralité, le droit donc d'avoir accès au logement, aux possibilités de rencontre, au travail, au transport. C'est aussi par là un droit à l'appropriation du territoire, le droit d'usage qui est différent du droit de la propriété, et le droit de produire collectivement la ville. Si on veut résumer, le droit à la ville, c'est faire en sorte qu'il y ait une place pour chacun. Une place chacun physiquement dans la ville, que chacun puisse avoir ses usages représentés, et une place pour chacun politiquement également. Et du coup, cette idée, elle vise au bien-être de chacun, ou que l'ensemble des usages sont reconnus, mais aussi l'ensemble des modes de vie. Et finalement, la difficulté de l'urbaniste, c'est de réussir à rassembler tout ça, de conjuguer l'ensemble des besoins ensemble, sur des espaces partagés. Et finalement, cette situation, elle implique nécessairement du conflit. Le conflit au sens de désaccord, de divergence, d'opinion et d'intérêt.
Mais finalement, le conflit, nous, on ne le voit pas de manière négative, on le voit comme quelque chose de très positif. Le conflit, c'est aussi et surtout le dialogue. Et il faut qu'il y ait l'incompréhension entre les acteurs. C'est comme ça qu'on crée justement un échange. Et qu'il faut une pluralité, parce que si tout le monde était d'accord, on s'emmerderait vraiment. Et aujourd'hui, les politiques publiques, elles cherchent au contraire à éviter tous les conflits, en lissant les espaces, en prévenant les situations, à mettre de l'ordre, éviter qu'il y ait des petits coins, des endroits où on puisse se cacher, des endroits où on puisse se rassembler, trop nombreux, des endroits où si on est trop nombreux, on puisse être évacué facilement. Et que du coup, la ville elle soit calme. À partir de 22h, il ne faut plus qu'il y ait de bruit dans le centre-ville. Et notre objectif, face à l'ensemble de cette critique et des espoirs qu'il existe, c'était d'aller à la rencontre d'initiatives où les habitants prennent vraiment en main le pouvoir qu'ils ont ou tentent de le reprendre en main et cassent cette verticalité. D'aller voir on est allé voir des groupes d'habitants qui cherchent vraiment à répondre aux besoins qui sont un peu primaires, qui est le besoin de s'alimenter. Donc on est à travers donc la carte de notre tour de s'alimenter, donc à travers les thématiques d'agriculture urbaine, de distribution alimentaire coopérative, de se loger, comment des gens conçoivent ensemble leur logement, leur habitat, l'endroit où ils vont évoluer, de réduire les intermédiaires, d'éviter la spéculation, définir ces relations de voisinage, mais aussi des endroits pour se retrouver, les espaces publics réappropriés, des lieux d'animation multifonctions, des espaces privés qui finalement par leurs usages ont une vocation publique, mais aussi des environnements de qualité, des vies de quartier, la nature, des soucis d'intégrer et de s'intégrer. Et aussi, toute notre démarche était d'aller voir des professionnels de la ville décalés, dissidents, qui ont fait un pas de côté par rapport à l'urbanisme dominant en se mettant en premier lieu au service des habitants. Il y a une phrase de Proust qu'on aime bien et qui résume bien notre état d'esprit, qui a été le point de départ de notre voyage. Donc Proust disait que le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Donc maintenant qu'on a présenté un peu la philosophie de nos voyages, on va présenter un peu le voyage proprement dit. Après, on passera à des exemples, ce sera peut-être plus parlant, on sera un temps d'échange aussi en ce moment-là avec vous. Donc ça nous a pris environ 5-6 mois pour préparer notre voyage. Donc depuis à peu près septembre-octobre 2014, 2013, je sais plus, 2014, je ne sais plus quelle année on est. Ça change tout le temps, c'est chiant. Donc d'abord, de définir un peu et de préciser l'objet du voyage, cibler tout ce qu'on voulait voir. On savait qu'on n'allait pas être exhaustif, on ne voulait pas faire un tour de tous les habitats participatifs, de tous les jardins collectifs, de tous les collectifs d'architectes et autres professionnels de la ville. Mais on voulait voir un peu tout, voir tout ce qu'on pouvait mettre sous la cible de l'urbanisme autogéré, pour tester un peu notre concept. Donc à partir de là, on a envoyé une bouteille à la mer, ce qu'on intitule une bouteille à la mer, un premier mail, on présentait notre démarche à tout un tas de gens en France. Donc on a eu un tiers de retour, ce qui n'est pas si mal au pire, qui nous a permis de préciser un peu un premier trajet. Et puis tous ces gens qui ne nous avaient pas répondu, on savait qu'on allait les recontacter parce qu'on arrivait, bonjour, on passera chez vous entre mars et novembre 2015. On n'a pas encore de site ni rien, vous ne savez pas qui on est. Donc voilà, forcément, tout le monde ne répondait pas. Mais au final, le parcours n'a pas été modifié, il a plutôt été complété. Et après, par le bouche à oreille, d'autres choses qu'on voyait, il a été amendé tout le temps. Et on a essayé de se laisser la place aussi sur ce parcours par toutes les choses dont on allait entendre parler sur place, ce qui n'est pas évident à calculer à l'avance. On savait qu'on n'allait pas tout voir. Ce qu'on voyait, c'était au final qu'une face émergée de l'iceberg. On allait voir en priorité des gens qui communiquaient, qui avaient envie de faire parler d'eux. Et, des gens, des groupes d'habitants qui font un jardin collectif, qui créent des bancs, machin, en bas de leur tour. Ces gens-là, ils ne vont pas avoir idée, généralement, de faire un blog pour montrer leurs potirons qui poussent. Donc ces gens-là, on n'avait pas accès à eux, à moins d'être directement sur le territoire et de rester un petit moment. Il a fallu aussi s'équiper, forcément, prendre le temps d'avoir des bons vélos, des vêtements techniques, s'entraîner un petit peu, pas tant que ça. Et penser aussi au financement de notre voyage. Donc pour ça, on a fait une campagne de financement participatif,
On a eu quelques subventions sur des aides qui ne ciblaient pas politiquement, en fait. Des aides aux projets de jeunes qui se bougent, des aides aux initiatives durables. On n'a pas voulu cibler des aides politiques, étant donné qu'on allait être amené à critiquer beaucoup les institutions. On n'a pas trop sollicité, évidemment, les fondations privées, qui, pareil, pouvaient avoir un droit de regard sur ce qu'on allait produire, et puis même nous, éthiquement, ça ne nous allait pas. On a tenté la Fondation de France, mais bon, on n'a pas été retenu, on n'a passé que le premier SAS. Donc le 11 avril, c'était le top départ, depuis le plateau de Mille Vaches, au pied duquel on nous a amenés en fourgon. Alors première tuile dès le départ, moi je fais 100 mètres, ma pédale de vélo qui casse, je la revisse, 200 mètres plus loin, bam, rebelote. Bon, on s'arrange, on nous en prête une, on nous avance un petit peu plus loin en fourgon pour rattraper le retard. Un petit vieux à une brocante, Murphy, le roi de la bricole, qui a fait 35 ans de vélo, monté je sais plus combien de cols, paf, a tout ce qu'il faut sous la main pour me refaire ma pédale. Et là, grand soleil, on arrive sur le plateau de Mille Vaches, on a de la chance, il fait 25 degrés à cette époque-là, et puis aussi bien gelé. Et on se prend vraiment une claque, déjà un peu physiquement, parce qu'on commence par la moyenne montagne, et ça passe pour un plateau, c'est super vallonné, mais surtout de découvrir toutes les dynamiques qu'il y a sur le plateau de Mille Vaches. On ne peut que vous inciter à aller faire un pèlerinage là-bas, c'est pas si loin d'ici. Il y a vraiment un territoire sur le territoire là-bas, par toutes les assos dans lesquelles les gens sont investis, tous les projets qui se montent, et depuis belle lurette, c'est vraiment un endroit génial sur lequel on aurait pu rester plus longtemps, on aurait pu se faire happer dès le départ. C'est une sensation qu'on a eu pas mal de fois, l'envie de rester plus longtemps sur les lieux, de profiter de toutes les choses qui restent à découvrir, mais ça permet de nous en garder sous le coude aussi pour plus tard. Donc c'est déjà le grand soleil, le soleil qui nous a rarement quittés. On a eu énormément de chance à ce niveau-là. On a dû faire une seule étape vraiment sous la pluie, mais même trop de chance parce qu'on a eu au contraire 2 mois de canicule. Juin et juillet, il n'y a pas eu une seule journée en dessous de 30 degrés. Alors avec nos pots de breton, c'est un peu hard. Il y a des nuits très courtes pendant un moment. Sur le mode de vie, nous on a choisi dès le départ de ne jamais payer pour dormir, de toujours miser sur l'hospitalité. Donc par nos réseaux à deux, famille, amis, déjà ça couvrait un bon paquet de nuits. Après, on a demandé aux gens qu'on allait voir s'ils pouvaient nous héberger, s'ils avaient des connaissances, des amis d'amis. Il y a le réseau Warm Shower, qui est l'équivalent du couchsurfing pour les cyclistes, qui marche vachement bien en France. Ça nous arrivait quelquefois de toquer à la porte également, comme ça, ce qui marchait plutôt bien. Seulement en campagne, en ville, on n'a pas osé, c'est moins facile. Et dans le pire des cas, sinon, on avait des hamacs pour pouvoir dormir, on voulait aussi avoir des moments un peu de repos, se retrouver tous les deux, être tranquille, ne pas avoir à réexpliquer encore une fois notre projet, comme on le fait 3-4 fois par jour. Ce qui est bien, on est content, mais c'est fatigant aussi. Mais les hamacs, on pense la prochaine fois à avoir des duvets chauds, des duvets d'hiver, parce que ça pèle quand même. Au niveau de la bouffe aussi, nous, on a fait énormément de récup sur les marchés, dans les poubelles de supermarchés, tout ce qui a permis de faire pas mal de frais, parce que j'ai pas dit sur le modèle financier, mais au final, les 2 tiers sont de notre poche. Et le principe, c'est que nous, par les interventions qu'on fait après, de pouvoir arriver à un résultat blanc pour nous, mais à terme, on n'y est pas encore. Et on a été étonnés durant le voyage de ne pas croiser de voyageurs à vélo. On s'attendait à en croiser un peu tout le temps, surtout qu'on en connaissait pas mal avant. Et non, finalement non. Il y a juste une seule fois quand on a pris une autoroute à vélo, l'Eurovélo 6, entre Mulhouse et Montbéliard. Et Besançon, ouais. On en a croisé plein là, mais la moyenne d'âge avait 65 ans. On se pensait retraités pendant cette journée-là. Ouais. Et, donc le vélo, c'est vraiment un super outil vraiment pour attirer les gens à soi, attirer la sympathie. Et c'est clair aussi que pour pas mal d'entretiens qu'on a obtenus avec les gens, ça a été la clé qui permettait d'avoir le rendez-vous. On n'en voit pas balader facilement de gars qui arrivent, qui ont pu faire plus de 100 bornes pour venir les voir. Donc il y a des gens assez peu dispo qui nous ont accordé un créneau aussi grâce à ça. Et durant le voyage, il faut voir que c'est tout notre mode de vie qui se mettait vraiment au service du projet. Et il fallait vraiment porter plusieurs casquettes pour gérer à la fois la logistique, la prise de rendez-vous, le trajet à vélo, les entretiens, la rédaction pour alimenter notre site, être présent aussi pour les gens qui nous accueillent, profiter des lieux où on est, réussir à prendre du temps quand on pouvait pouvoir faire un peu de tourisme, mais vraiment le projet prend beaucoup de temps et
ça peut être dur parfois et assez exténuant. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est prévu quelques petits moments de respiration, des vacances début août. De toute manière, début août, c'est quasi impossible de voir quelqu'un qui bosse. Et puis des petits moments de respiration de 3, 4, 5 jours par moment, chacun de notre côté, en alternance. Et finalement, durant notre voyage, on faisait 2-3 jours de vélo de suite. Puis on restait une semaine et demie, grand maximum 2 semaines dans un endroit, une ville ou à la campagne. Et de bien alterner ces moments où, du coup, quand on était en ville, on rédigeait nos articles, on faisait des entretiens, donc ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Le fait de repartir à vélo pendant 2-3 jours, c'était vraiment des moments de respiration. On était tous les deux contents de reprendre la route, de repartir. Et puis c'était aussi, en fait, quand on pédalait, on ne se parlait pas. Et c'est parce qu'on n'avait pas le besoin. On parlait déjà tous les moments qu'on était posé quelque part. Et du coup, ça faisait du bien aussi ces moments-là. Et du coup de s'aérer la tête. Malgré tout, le timing était serré. On supporte quand même. Le timing était quand même serré, fallait pas traîner parce qu'on avait des perspectives de gens, on avait posé des rendez-vous et tout ça. On les faisait quand même à une semaine à l'avance, donc c'était pas non plus si serré que ça, mais on voulait se donner ce rythme-là pour aussi voir plein de gens. C'est-à-dire que on a rencontré plus de 130 structures, personnes, on a fait plus de 130 rencontres. En 7 mois et demi, c'est quand même beaucoup. Et sur nos étapes, pour aller vite, on faisait en gros 90-100 km en moyenne par jour. Alors ça peut être beaucoup, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment à la portée de tout le monde, parce qu'on n'est pas... On est un peu sportif, mais on n'est pas des gros acharnés du sport, et que finalement, le voyager comme ça à vélo aux longues courses, c'est finalement très accessible, et qu'on ait une bonne condition ou non, c'est facile. Nous, on a choisi de bien bourriner en faisant des étapes de 90-100 km, mais après, on peut aussi faire 30, 40, 50, 60 par jour. Ou 140. Ou 140, qui est la plus longue et la plus éprouvante, en Ardèche. Donc on a... Par 33 degrés. Donc il fallait passer un bon col pour arriver jusqu'en Ardèche. Et donc c'est vraiment accessible. Après, il faut bien regarder l'itinéraire quand même avant, et pas, on a quand même quelques surprises. Dans ces surprises, on a eu un gros pépin, c'est le vol du vélo de Mathieu à Lyon, mais bon, ça c'est notre histoire, on va pas en parler là. Ce qui est fort. Je courais après. Ce qui est fort pour nous et ce qui est à retenir, c'est que finalement, c'est l'élan positif qu'on a pu rencontrer tout au long de notre voyage, et de voir qu'en France, partout en France, on n'est pas passé partout, mais quasiment partout en France, il y a vraiment des gens qui prennent leur destin en main, même dans le Berry. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont originaires du Berry ici. Il faut savoir que le Berry, c'est le pays de la sorcellerie noire, et que c'était une expérience assez difficile pour nous. Mais on a quand même rencontré des gens très chouettes là-bas. Et il y a quelques années, on pouvait dire que les alternatives, c'était vraiment concentré à quelques régions, des micro-territoires, et que finalement, aujourd'hui, il y a partout, il y a des gens qui font des choses vraiment intéressantes et qui font les choses autrement. Que ce soit par leur action, leur mode d'organisation, leurs modèles économiques, leur rapport à l'institution, etc. Et cette richesse et cette diversité, elle est tellement forte que finalement, il n'y a pas de recette toute faite. On n'est pas capable de vous dérouler c'est quoi la recette de la réussite des choses qu'on a pu rencontrer. Mais finalement, en fait, à chaque contexte, il y a sa solution. Et c'est aussi bien qu'il n'y ait pas de modèle tout fait. Mais il y a quand même des postures communes, notamment sur les professionnels de la ville, où le fait de faire la ville avec les habitants en prenant en compte leurs avis, en leur laissant s'exprimer, en leur donnant de vrais pouvoirs. Et que le rôle en tant que professionnel de la ville, c'est justement d'aider à formaliser, à concrétiser les envies des habitants. Et de nos expériences, des savoirs et savoir-faire qui sont précieux, il reste quand même à questionner notre place par rapport à l'habitant, à penser la participation et à renoncer l'envie de signer une œuvre de son seul nom. Alors, on est en école d'archi, en architecture, il y a vraiment ce truc de signer quelque chose, en urbanisme un peu moins, mais il y a quand même un peu toujours la volonté de se mettre en avant dans des projets, alors il y avait Patrick Bouchin il n'y a pas longtemps, quand on parle aussi dans votre école, et quand on parle très très bien, c'est qu'un
un bâtiment, c'est un architecte, mais c'est aussi plein de gens qui interviennent, et en premier lieu les ouvriers, et tous ces gens qui ont participé à la construction d'un bâtiment, il faut pas les oublier. Et dans tout cas, un truc qui nous a animés aussi de manière assez importante, c'est des choses qu'on nous renvoyait, qui nous part fort de nous parler d'utopie, de choses qui sont utopies, donc qui n'existent pas. Et finalement, comme disait GB, le dessinateur, dès le départ, il faut en mettre beaucoup d'utopie. Parce que comme une omelette, ça réduit à la cuisson. Et donc pour nous, il faut voir l'urbanisme autogéré pas comme une fin en soi, mais comme un outil pour renforcer la démocratie, pour pallier au manque des pouvoirs publics. Et nous retenons que ce n'est pas un acte communautaire enfermé, mais au contraire des gens qui vont vers les autres, qui s'organisent ensemble, qui forment une intelligence collective, qui n'oublie pas le territoire, ses habitants, ses dynamiques, son histoire, son passé. Et que tous les groupes qu'on a rencontrés, c'est des gens qui sont très ouverts, qui ont un souci de cette ouverture-là, qui cherchent à ne pas se renfermer sur eux-mêmes. Et ce que les élus porte-drapeau d'un intérêt général nulle part défini dans la loi ont du mal à comprendre et à accepter, c'est que ces situations qu'on a pu rencontrer remettent en cause leur légitimité. Ça pourrait être une conclusion, mais aujourd'hui, en fait, on est en train d'écrire, on tente d'écrire une conclusion. Alors aujourd'hui, il y a un site internet qu'on alimente, on continue d'alimenter par des articles issus des rencontres qu'on a pu faire. On a également une exposition, alors qu'on aurait voulu faire ici, mais finalement, tout prend plus de temps qu'on imagine. Il y a également un projet de livre qu'on va écrire après les vacances d'été, et également une conférence gesticulée pour avoir un outil qui soit à la portée de tout le monde, de transmettre ce qu'on a pu voir et apprendre, qui fait la suite d'une première conférence gesticulée sur l'urbanisme, faite par Léo, qui démonte un peu les mécanismes de l'urbanisme que c'est, et lui, son parcours personnel, qui lui ont montré tout ce qui est tout le côté, le mauvais côté de l'urbanisme, et celui qu'on ne nous apprend pas, donc avec un parcours un peu similaire que nous. Et du coup, notre conférence, elle a pour but de prendre la suite de la sienne. Également des documentaires qui sont en projet. Et donc là, en 2015, on a voyagé pendant 7 mois et demi. Aujourd'hui, on continue en fait notre recherche. Alors, on commence à être dans la production et la diffusion, en étant là, par exemple, ce soir. Mais aussi, on continue notre recherche. Là, en ce moment, on repasse dans 10 structures par lesquelles on est passé. On s'en est divisé, on a 5 chacun. Et on essaye d'y passer au maximum 1 mois. Donc Mathieu est en ce moment dans le village de Celles, au bord du lac du Salagou, dans l'Hérault. Et moi-même, je suis dans une asso de quartier à Bordeaux qui gère un café associatif qui s'appelle le Petit Grain, donc, qui est à côté de la gare de Bordeaux. Si jamais vous passez, c'est super sympa. Du coup, maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de parler des expériences, mais en fait, on a du mal, comme je l'ai dit, on en a rencontré 130, on ne va pas vous parler des 130. Du coup, on vous en a sélectionné quelques-unes. Donc, ce qu'on propose, c'est d'en tirer une au sort. Et à chaque fois, nous, on a en tête une chose marquante. On en parle pendant 2-3 minutes. L'idée, c'est que vous aussi, vous posiez des questions sur ces expériences. On essaye de trouver une photo qui l'illustre pour que ça vous parle plus. Mais que là, ce temps-là soit un temps d'échange. Et puis, je ne pense pas qu'on aura le temps de parler de toutes les expériences qu'on a mis dans le chapeau. Mais ça permet de montrer la diversité des choses qu'on a pu voir et des exemples de ces choses qui existent, dans lesquelles on entend peu parler. La ferme des Bouillons, ça a été une ZAD qui a été... c'est terminé, c'est fini maintenant. Donc c'est à Mont-Saint-Aignan, c'est dans la périphérie toute proche de Rouen. Donc c'est Auchan, le groupe Auchan, qui avait un projet d'installer un hypermarché, alors que la ville de Rouen est déjà pas mal saturée en hypermarché, qu'à 500 mètres de là se trouve un hypermarché Carrefour déjà. Et donc il y avait projet d'écraser cette ferme-là et d'installer son hypermarché, de tout bétonner. Et du coup, un collectif s'est monté pour empêcher cet hypermarché, et un collectif qui regroupait des gens très larges, quoi. Ça allait à des instituteurs, des médecins, des ouvriers, des étudiants, des gens qui étaient déjà passés par la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et qui ont finalement résolu par se dire il faut occuper la ferme pour éviter qu'elle soit détruite.
il faut pas seulement l'occuper, pas seulement la squatter, mais il faut aussi il faut défendre un projet, il faut la faire renaître, cette ferme-là, qui était plus utilisée depuis quelques années. Et donc ils ont entrepris de la remettre en état et ont développé un vrai projet de maraîchage, mais pas seulement un projet agricole, c'était aussi un projet de vie sur le lieu, avec tout un volet culturel d'accueil d'événements, de projections, de concerts, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, de cours de sport, de rencontres, d'ateliers de yoga, enfin, on pouvait tout imaginer sur ce lieu-là. Tout était possible. Et ça défendait vraiment l'idée d'un lieu qui soit ouvert à tous les usages et ouvert à tous. Et il y a plein de gens qui ont connu la ferme des Bouillons, non pas par l'aspect lutte, mais par les événements qui s'y passaient, qui devenaient intégrateurs pour rentrer dans le modèle Bouillon et après s'intégrer au projet et continuer à le propager. Ils ont rapidement pu faire avec les productions des AMAP, ils étaient en lien très fort avec des maraîchers bio du coin qui les aidaient à monter leur projet. Il y avait dans l'idée que ce soit la Fondation Terre de Liens qui rachète la ferme pour continuer le projet, tout en continuant l'aspect projet de vie, occupation avec une dizaine de personnes sur place. Et finalement, le groupe Imochamp a réussi à les faire dégager et à faire acheter. Il n'y aura pas de projet d'hypermarché, mais il y aura une autre ferme. Ils ont joué bio contre bio, agriculture locale contre agriculture locale. Donc c'est deux paysagistes du coin qui ont différentes boîtes, qui ont différents SCI, qui ont pu racheter le terrain à Imochamp et pour faire quasiment exactement le projet de la ferme du Bouillon, sans le côté ouverture au public. Et la première chose qu'ils ont faite, c'était de creuser les tranchées et de faire des barbelés autour de la ferme. Bon, pour le côté ouverture, ça devient compliqué. Je vois qu'il y a une main qui se lève là-bas, non? Pas de souci. Peut-être que monsieur a des actions dans Imochamp, je ne sais pas. Et donc voilà, ce qui nous intéressait là-bas, c'était vraiment la dimension large d'origine des gens qui participaient à ce projet-là. Ça regroupait vraiment toute catégorie sociale et qui défendait vraiment un projet d'espace partagé sur cet espace basé sur l'agriculture, mais qui englobe toutes les facettes de la vie. Et qui soit force de proposition avec un projet qui était quand même assez rondement ficelé. Et financièrement, ça tenait la route. Et qui puisse, qui a vécu pendant 2-3 ans, mais qui s'est heurté face au capital et face au laisser-faire aussi au laisser-faire de la SAFER. La SAFER qui est l'organisme agricole qui est chargé de faire préemption dès qu'il y a des ventes de terres agricoles. S'ils s'aperçoivent que ça ne va pas dans les intérêts des agriculteurs, que ça va dans un sens de réduction de surface agricole. Mais la SAFER étant aux mains de la FNSEA, forcément la FNSEA, l'expérimentation sociale, c'est pas trop leur dada. Voilà, si ça suscite des réactions, des questions. Il y a un micro qui est disponible. Alors, c'est pas spécifiquement sur cette initiative-là, mais comment vous avez contacté toutes ces différentes personnes? Par où vous avez commencé? Est-ce qu'il y a des espaces où vous pouviez rencontrer des gens, des associations que vous connaissiez? Comment vous êtes allé collecter un peu toutes ces infos? Alors, ça a été déjà tous les collectifs dont on avait entendu parler, c'était assez facile de les contacter. Et après, quand on tombe sur un, ils nous envoient sur d'autres. Ils nous partent d'initiatives dans leur ville où ils sont implantés. Et après, de fil en aiguille, on nous envoyait pas mal vers d'autres gens. Et après, c'est en lisant pas mal d'articles, par interconnaissance, par le bouche à oreille, par des amis qui sont à gauche, à droite en France, à qui on parlait du projet, qui nous renvoyaient sur des choses. C'est vraiment passé par le bouche à oreille et puis en envoyant cette fameuse bouteille à la mer dont on parlait tout à l'heure, quoi. Et des fois, des gens qui nous contactaient après, surtout une fois que le voyage était commencé, en disant venez nous voir à tel endroit. Donc des fois, on était déjà passé, mais du coup, là, dans notre deuxième tour de France, où des fois, quand on passe à gauche, à droite, on en profite pour aller faire un coucou. Comment ? Ouais, et puis dans les villes, une fois sur place, on nous parle souvent de trucs à aller voir, dont on n'avait pas entendu parler. Et là, justement, cette seconde phase, ce retour de France, c'était aussi un début d'être un mois dans des lieux, c'est de pouvoir percevoir des choses dont on n'avait pas entendu parler. Par exemple, le mois dernier, moi j'étais à Brest. Il y a un jardin sur un demi-hectare qui a été monté par une association de chômeurs au milieu des années 90. Ils ne communiquent pas, ils font leur truc dans leur coin, ils sont ouverts au lycée qui vient prendre leur pause sur
sur leur temps de midi, qui jardinent un peu avec eux. C'est génial tout ce qu'ils font, mais jamais, s'ils ont un flyer qui est bourré de fautes d'orthographe, c'est le seul truc qu'ils n'ont jamais fait, quoi. Mais pourtant, ça fonctionne et ça apporte un vrai plus dans le quartier. Et ils ont tout fait de leurs mains. C'est des gens qui étaient RMistes à la base. Mais ils ne vont pas avoir idée de communiquer. C'est vraiment, si j'étais pas resté un mois sur Brest, j'en aurais pas entendu parler comme ça, quoi. Donc faut traîner à gauche, à droite, écouter les gens qui nous passent devant, traîner dans les bars, et on entend parler de 3-4 trucs. Ouais, on peut tirer notre papier, ou s'il y a d'autres questions aussi, parce qu'on a enchaîné direct sur les exemples, mais vous avez peut-être d'autres questions sur tout et n'importe quoi. ETC. ETC, bah vas-y. Je pense que c'était avec eux qu'on a fait. Alors le collectif ETC, c'est peut-être le plus connu des jeunes collectifs français. Du coup, eux, en 2011-2012, ils ont réalisé un détour de France à vélo. Donc ils ont appelé ça le détour de France. Donc un tour de France pendant un an où ils se baladaient à vélo et ils s'arrêtaient pendant 1 semaine, 2 semaines dans des endroits pour construire quelque chose avec les gens, avec des méthodes du chantier ouvert. Du coup, il n'y avait pas de barrière, les chignoles étaient à disposition et du coup, ils accompagnaient les habitants pour concevoir et construire avec eux des aménagements pour leurs espaces publics. Alors là, les photos qu'on voit, c'est que cet été, il y a eu un gros chantier dans un écomusée en Alsace, auquel on est passé les voir. Et leur détour de France, pour nous, a été une grande source d'inspiration. Et modestement, on dit que c'est un peu une suite, notre Tour de France. Nous, on a enlevé la partie construction parce qu'on ne sait pas trop le faire. On s'est un peu bricolé, mais pas trop. Mais surtout, on a cherché à pousser les réflexions qu'ils ont menées un petit peu plus loin. Donc, une grande partie de leurs réflexions, elles sont dans un livre qu'ils ont écrit qui s'appelle Le Détour de France aux éditions Hyperville, qui est sorti l'été dernier, que je vous invite à lire et sans doute il est dans votre bibliothèque. Ce qui est intéressant chez le collectif ETC, c'est que leur démarche, c'est du coup d'aller faire des chantiers ouverts à droite, à gauche en France, en répondant à des sollicitations. Donc ça, c'est tout leur modèle depuis 2011. Et là, ils ont choisi de s'installer à Saint-Étienne depuis à Marseille, depuis un an et demi. Ils ont failli s'installer à Saint-Étienne. Ils ont choisi Marseille. Et là, très bientôt, ils vont changer un peu de posture. C'est-à-dire qu'ils continuent à intervenir à droite, à gauche, mais de manière un petit peu déterritorialisée. Mais face à cet enjeu de se dire, ok, on va quelque part, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est parti ? Par exemple, à côté de la gare, la place du Géant, ils sont revenus plusieurs fois, mais quid de ce bois de mauvaise qualité qui se détériore, des peintures aussi, qui s'occupent de cet entretien-là. Et du coup, en s'installant à Marseille, là, ils ont décidé d'ouvrir un atelier ouvert sur le quartier de la Belle de Mai et de faire quelque part d'être des architectes de quartier, continuer à faire ce qu'ils font, travailler dans leurs bureaux qui sont dans cet atelier, mais aussi ouvrir cet endroit aux habitants pour qu'il puisse se passer plein de choses. Donc ils imaginent une cuisine qui soit déployable sur l'espace public pour lorsque eux ils mangent, aussi inviter des gens du quartier à venir manger, mais aussi qu'il y ait des animations qui soient organisées, des animations pour les grands, pour les petits, mais aussi, alors ils parlent de brigade de la chignole par exemple. On a tous besoin chez soi d'un petit bricole qu'on ne sait pas faire, d'une petite réparation, de venir aider les gens chez eux à bricoler et leur apprendre à bricoler, du coup à faire des échanges de savoir-faire et que chacun puisse monter en compétences. Et également, ce qu'il y a pour nous à retenir, c'est que pour nous, ETC, ils ont relancé une dynamique des collectifs. Alors avec les guillemets de rigueur, eux c'est des collectifs d'architectes, où depuis leur création, il y a plein de nouveaux collectifs qui sont créés de gens à la sortie de leurs études qui se sont dit on ne se reconnaît pas dans les agences d'urbanisme ou d'architectes qu'on nous propose et on va créer nous-mêmes autre chose et pour une fois on va construire. Parce que finalement, en tant qu'architecte, lorsqu'on travaille en agence, on ne construit jamais. On dessine, on conçoit, mais on ne construit jamais. Et là, de vraiment construire à l'échelle 1. Et donc c'est une nouvelle génération, mais il y a aussi des plus anciens. On pense à Échelle Inconnue, Bruit du Frigo, Les Robins des Villes, Pixel,
c'est les plus vieux qui font partie d'une génération plus récente qui sont nés un peu après 95 et qui aujourd'hui continuent d'exister. Et là, il y a toute une réflexion aussi à avoir de ces gens qui vont au contact des habitants pour construire avec eux-mêmes et tenter de saisir le projet du début, de la conception, à la fin, à la construction, mais surtout à la délégation, à ce qu'il y ait ensuite les habitants ils gèrent eux-mêmes ces espaces. C'est des anciens étudiants de l'école de Strasbourg, le collectif ETC pour la précision, et ils sont intervenus 2 fois dans le cadre de la Biennale du Design à Saint-Étienne sur la plage du Géant qui est juste à côté de Châteaucreux, donc en 2012 et 2014 je crois. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ou on passe à un autre sujet ? Vous, ça doit vous questionner justement sur votre avenir à la sortie de l'école, sur la manière de travailler en agence, ou alors poursuivre sur ce mode de travail en équipe, avec des méthodes plus créatives, toujours aussi un peu en charrette, travailler avec les habitants. C'est des choses qui vous font envie, qui vous questionnent, aussi sur le modèle économique, parce que là on n'en a pas parlé, mais ces collectifs-là, c'est toujours compliqué économiquement après pour vivre. C'est des gens qui se nourrissent de pâtes, mais qui se nourrissent surtout de leur passion. Et nous, ce qu'on a vu, c'est vraiment ça qui était marquant, quoi. C'est des gens qui sont vraiment heureux dans leur travail, qui ont une distinction qui n'est pas facile à faire entre ce qui est de la part de l'activité, ce qui est de la part du métier, du travail rémunéré. Des gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes et qui reçoivent tellement après de par ce qu'ils font. Je ne sais pas s'il y a des gens qui envisagent de ne pas travailler en agence à la sortie. Je ne sais pas s'il y a des questions que ça vous évoque. Ouais. Ouais, c'est vraiment l'idée d'être de l'amont à l'aval du projet, quoi, de la conception à la réalisation, de pouvoir être touche à tout. C'est vraiment ça qui les anime, à la fois de dessiner, à la fois de concerter avec les habitants, de leur apprendre des choses, de bricoler, de manier la visseuse, et après d'être là, la livraison, de faire la fête derrière. C'est vraiment poursuivre un mode de vie aussi qu'on vous enseigne en mode projet, quoi, ici, dans les écoles d'archi. Après, on dit collectif d'archi, mais c'est pas réservé à eux. Il y a aussi, c'est les plus nombreux les archis, mais c'est tous les professionnels de la ville en général, avec les urbanistes, les paysagistes, quelques sociologues, quelques anthropologues aussi par-ci par-là, mais des designers, des graphistes, ouais. Aussi, souvent les équipes sont quand même pluridisciplinaires, ça apporte pas mal de plus. Et les designers deviennent architectes, les architectes deviennent jardiniers, et ainsi de suite, quoi. Il y avait une question ? Non, il n'y a plus de questions. Si ? Attends, c'est une question assez globale. Du coup, vous, qu'est-ce que vous retirez de tout ce voyage en tant que professionnel de l'aménagement des territoires ? S'il y a vraiment un truc au moins, ou je ne sais pas si... Enfin, voilà, qu'est-ce que, finalement, globalement, qu'est-ce que vous avez envie de retirer de cette expérience ? C'est que c'est possible. Enfin, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom espace possible, c'est en posant la question, est-ce que c'est possible de faire autrement ? Est-ce que c'est possible de sortir des cadres qu'on nous enseigne dans les formations en tant que jeune professionnel de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'architecture, etc. Et est-ce que c'est possible aussi de se sortir de ce schéma vertical qu'on expliquait juste avant ? Et on a un peu tendance à dire pas trop, parce que la communication, même lorsqu'on se balade en ville, les panneaux, comme il y avait une photo tout à l'heure, panneaux de tous ces promoteurs, on a l'impression que la production de la ville, c'est que ça. Et que pour nous, ça a été justement de nous ouvrir à d'autres choses. Et quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on aime beaucoup parler, c'est des imaginaires. Quelle capacité ce voyage a pu nous permettre de nous débloquer des imaginaires, d'aller voir des gens qui font des choses qu'on n'aurait pu jamais imaginer. Et même il y a des journées, on n'en pouvait plus. En fait, il y avait tellement de trucs trop cool qu'on n'en pouvait plus. On disait arrêtez, on arrête, quoi. Et que, en fait, on aime bien dire des fois qu'on allait voir des gens qui ont débloqué eux-mêmes leurs imaginaires pour débloquer nos
nos imaginaires. Parce que la démarche première de notre tour était vraiment toute bête, c'était de nous former à d'autres manières de faire la ville, celles qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et finalement, ça a pris une dimension autre. Par exemple, on est là pour vous en parler, c'est une autre dimension, c'est pas juste, on a voulu partager ces choses-là. Et après, c'est très compliqué d'en retenir qu'une chose, parce qu'il y en a énormément. Et ce qu'on aime bien plutôt, c'est prendre des angles d'attaque et après de les développer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de parler de plein de trucs. Comme là, on essaye avec les exemples, justement, c'est de montrer qu'il y a plein de choses qui existent et de voir qu'il y a plein de choses à apprendre continuellement et qu'on est tout le temps en apprentissage. Et il y a le collectif ETC, ils ont sous-titré leur bouquin « Une école buissonnière ». Et c'est une phrase aussi qu'on aime bien, parce que quelque part, c'est aussi ça. C'est aller voir au détour des chemins qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'invente, qu'est-ce qui se crée, et inventer et créer nous-mêmes aussi. Et si ce qu'on a vu aussi, ce qu'on retient, qui était une question de départ, est-ce que c'est possible de passer outre l'institution, de faire à côté? Et on a vu que oui. Et qu'une des clés, c'est pour remporter l'adhésion après derrière de l'institution, parce qu'on ne peut pas s'en couper totalement, mais c'est de réussir à se rendre indispensable. Il faut l'emporter par le fait accompli. Montrer qu'on apporte de plus pour le territoire pour après être indélogeable dans un projet. Là, c'est peut-être plus appliqué à des groupes d'habitants, mais que les collectifs de professionnels peuvent aider à aiguiller. Et parce qu'on a vu aussi, ce qu'on retient, c'est l'intelligence collective de groupes d'habitants, et à même d'aller très loin sur le rêve, sur la réalisation, en pensant vraiment toutes les facettes après de la vie d'un territoire, la vie des gens qui vont l'utiliser, des usages futurs, en intégrant des gens qui sont même hors du groupe, en pensant aux populations qui vont arriver plus tard, aux enfants. Et ça, c'est des choses qu'on voit pas ou très rarement lors de concertations institutionnelles. Et vraiment qu'il y a un vrai besoin de former les gens à participer, de prendre le temps d'expliquer ce que c'est un projet urbain, jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut faire derrière, comment, et de commencer dès la conception, dès l'amont, pas une fois que le projet est décidé, qu'on va demander la couleur des murs, le nombre de bancs, le placement des poubelles, que si on prend dès le départ, on peut aller très très loin, et pour ça, c'est un temps à prendre de bien faire la participation et de trouver des modalités vraiment qui donnent envie aux gens. Les gens ne vont pas aller dans des réunions publiques à 18h un mercredi soir pour s'asseoir autour d'une table. Il n'y a plus personne qui a envie de ça. Il faut réussir à trouver, ça c'était une des clés qu'on retient aussi, c'est que ça puisse être des moments conviviaux et festifs. C'est comme ça que les gens vont venir. C'est au détour d'un événement. Et il y a un endroit, un village, c'était la fête du cochon. La fête du cochon, ça a été la clé pour refaire le village avec les gens dans je ne sais plus quelle bled des Alpes. Et, voilà, donc il y a des méthodes, il y a des attitudes à avoir, de vraiment se remettre à un niveau égal à égal avec ses habitants. Les professionnels de la ville ont leur intérêt, leur expertise, elle est là, leur expérience, mais ils ne sont pas là pour penser à la place des gens, mais pour les aider à formaliser leur envie. Et quand ça marche, ça donne de très belles choses. Il y avait une autre question, ouais. Ouais, alors j'ai deux questions. Ouais. Donc une question con, le collectif ETC, comment est-ce qu'il se finance ? La majeure partie de leurs revenus vient des réponses à appel à projet. En fait, la grosse majorité de leurs revenus, c'est de l'argent public. Donc ils répondent à des appels d'offres qu'ils gagnent. Et après, ils touchent un peu plus de 1 000 € par mois. Chacun, il y a une égalité de salaire chez eux. Et il y a en fait la structure leur verse 900 € et il y a un complément de RSA. Après, il y a, là aujourd'hui, c'est la situation. Il y a une nouvelle administratrice qui est arrivée chez eux pour but de justement un peu clarifier ces trucs-là, parce qu'il y a plusieurs personnes du collectif qui voudraient gagner plus. Parce que c'est sûr que il y a, par rapport à l'énergie dépensée, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas leurs heures parce que de toute façon ils se font plaisir, mais par rapport à l'énergie dépensée, c'est vraiment il y a une forme d'auto-exploitation, mais dans la joie. Et on en parle assez souvent. Il y a aussi une forme de dumping social, c'est-à-dire qu'aussi, que ce soit le collectif ETC ou bien d'autres, ils se vendent pas du tout au prix du marché. Et tout à l'heure, on parlait d'Atelier Georges qui réfléchit à l'économie des projets. Enfin, du coup, pour avoir des marchés, ils se vendent pas cher, mais il y a vraiment à repenser l'économie des projets urbains, où en fait, il y a vraiment des acteurs qui se gavent, qui s'en mettent vraiment plein les poches, et d'autres qui sont complètement exploités.
Le problème derrière, c'est que ces pratiques-là, elles sont aujourd'hui pas du tout légitimées auprès des pouvoirs publics. Donc pour réussir à faire leur trou, les collectifs se bradent ou voire même agissent bénévolement pour pouvoir se faire la main, se faire de l'expérience et après espérer pouvoir gagner un peu plus. Mais il y a une grosse méfiance des élus de ces collectifs qui arrivent, qui débarquent en disant bon, on ne sait pas encore totalement où on va aller, on connaît le sens du projet, mais on ne sait pas quelle va être la réponse parce qu'on va procéder étape par étape et avec les habitants, on va dessiner le projet. Ça fait peur à beaucoup d'élus et du coup, ils ont une grosse difficulté à avoir ces marchés-là. Et la deuxième question ? Et la deuxième question, qui est une question moins con, enfin je crois. Si demain, vous parliez de l'école buissonnière, si demain vous deviez être prof dans une école d'archi ou d'urbain, qu'est-ce que vous changeriez ? Ou est-ce que vous accepteriez déjà ? Et qu'est-ce que vous changeriez ? On a fait un cours il n'y a pas longtemps dans notre ancien master. Et alors on a raconté un peu ce qu'on vous a raconté là. Mais surtout, en fait, on allait dehors. Et c'est un truc vraiment hyper important. Alors là, on avait une journée, du coup, on n'avait pas le temps de construire des choses avec des gens. Mais on les a amenés sur un endroit juste à côté de la fac. Et on leur a fait réfléchir à cet endroit-là. Et surtout, ce qu'on a aimé faire, c'est faire changer de paradigme de réflexion. Tout à l'heure, Mathieu parlait des attitudes à avoir. En fait, ces attitudes, c'est des cultures. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous pousse culturellement à se renfermer vers nous-mêmes, à s'isoler ? Et contrairement, pourquoi notre réflexe, quand on a un problème, une difficulté, une question, on ne va pas se tourner vers les gens ? Il y a vraiment une question de culture, de faire ensemble. Hier, à Nantes, j'étais avec un collectif d'architectes qui intervient en Afrique du Sud, dans un bidonville. Et culturellement, en Afrique du Sud, il y a ce truc de réponse communautaire. Il y a un problème, on se réunit, on en discute et on trouve une solution. En France, c'est pas un réflexe qu'on a nécessairement. Du coup, il y a vraiment ce truc de donner ou transmettre une autre culture, mais surtout apprendre d'une autre culture. Et ça passe entre autres par l'expérimentation. Non, ça passe. Nous, ce qu'on leur a appris en notre master d'urba, après en école d'archi, c'est différent, mais ce qui manque vraiment en urba, c'est l'approche sensible, en fait, on reste dans des côtés très, très techniques, très, très droits, très rigides. Donc après, on nous prépare à la rigidité de l'administration, et c'est ça qu'on aimerait changer. Mais ce qu'il faut aussi pouvoir, c'est développer une approche critique qui soit plus forte. Alors, on ne connaît pas trop comment les enseignements sont dans les écoles d'archi, mais nous, ce qui nous a moqué vraiment, c'est de recritiquer le modèle de la fabrique de la ville tel qu'il est aujourd'hui. On nous apprend juste à nous couler doucement dedans et à pas trop poser de questions, quoi. Donc ça, c'est vraiment une des choses à changer, mais après, ça dépend des profs, des maquettes et de la présidence là-haut. Mais sinon, c'est pouvoir aussi beaucoup plus discuter avec les profs, échanger, proposer des cours, proposer des intervenants. C'est des choses qui se font ici et là, mais qui ne sont pas généralisées. Mais je t'avoue qu'on n'a pas entrepris encore, on n'a pas pensé à tout ce qu'il faudrait changer. Il y en a, ouais. Mais bon, on va se pencher là-dessus. Mais c'est ensemble aussi à y réfléchir. Je ne pense pas qu'on ait la réponse, mais on pourrait réfléchir ce soir à qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer. Alors, c'est pas le thème de notre présence, mais ça pourrait être un truc. Pour nous, la réponse est nécessairement collective. Auquel on pensait, c'est pour toutes ces formations de professionnels de la ville, ce qui nous semble important, c'est de pouvoir avoir des espaces d'expérimentation à l'intérieur des universités ou aux abords, pour pouvoir se tester, pouvoir faire des choses, comme ça se fait pas mal dans les écoles d'archi, justement, où il y a beaucoup d'actions vraiment sur le terrain, mais chez les paysagistes, chez les urbas, ça manque clairement, quoi. Rebonsoir. Je reviens sur le projet précédent qui a été tiré au sort tout à l'heure, la ferme des Bouillons, Ouais. puisqu'une question me vient. C'est sur le rapport, puisque donc là on voit des projets qui ne sont pas forcément donc dans les grandes agglomérations. La ferme des Bouillons. Est-ce qu'il vous parlait de la ville, notamment je ne sais pas s'ils se qualifiaient eux-mêmes zadistes. Et donc, il y a un rapport à la ville particulier.
et ce qui parlait aussi du lien, de la liaison ville-campagne. Enfin, voilà, comment est-ce qu'ils en parlaient? Oui, c'était leur objectif, surtout ils étaient quasiment accolés à la rocade. Donc c'était vraiment à la limite entre les deux. Et c'était dans leur projet, justement, c'était vraiment un projet de lier la ville et la campagne. Et c'était surtout, pour la très grande majorité, des urbains qui étaient là-dedans, quoi. Et il y avait des gens de tous les âges, vraiment. Il y avait des vieux routards du syndicalisme et tout. Enfin, je parle des gens qui occupaient vraiment le lieu. Des vieux routards du syndicalisme, des gens qui avaient à peu près la trentaine, qui avaient pas mal bourlingué, voyagé en camion, ou qui étaient issus de la ZAD de des Landes, et puis des jeunes qui avaient à peu près 20 ans, qui étaient de Rouen et qui avaient connu la ferme par les événements et s'étaient associés au projet. Et j'ai dû oublier une moitié de ta question, je crois. Non. Mais tiens, oui, pour revenir là-dessus, sur l'emporter par le fait accompli, avec des méthodes qui sont tout sauf légales, ils ont réussi à emporter quand même l'adhésion de la communauté d'agglomération, du conseil général qui les soutenait et qui a vaguement promis de leur retrouver un lieu après dans une ferme dans l'agglomération de Rouen. Aujourd'hui, ils se définissent comme un collectif de paysans sans terre. Donc ils donnent des coups de main chez quelques paysans à gauche à droite dans l'agglomération qui les logent et tout. Est-ce que vous avez fait l'expérience au cours de votre périple de l'habitat en autopromotion? Enfin, pas forcément de l'espace public, mais de la question de l'habitat. Ouais. Ouais, Souzy ou Coulomb. Je te laisse en parler. Du coup, on en a vu plusieurs. Après, notre but, c'était pas de faire un tour, parce qu'il y a quand même beaucoup de projets aujourd'hui réalisés ou en cours de réalisation. Donc, on en a vu quelques-uns. Et entre autres, ce qui nous a intéressé, c'est de voir des anciens projets. Donc, ici, là, on est à Montreuil, à couleur d'orange. Du coup, c'était construit en 86, voilà, donc fin des années 80. Et du coup, c'est un groupe de personnes qui avaient la volonté d'habiter ensemble à l'extérieur de Paris parce que c'était devenu trop cher pour eux et qui ont racheté en fait une ancienne usine militaire. Et que en fait, le recrutement des personnes s'est fait via de petites annonces dans le Nouvel Obs et dans La Croix. Alors, contexte politique éditorialiste très différent d'aujourd'hui, hein, je précise. Et après, pour faire rapide sur cet exemple-là, ce qui est intéressant aujourd'hui dans les problématiques, c'est que le statut juridique de leur habitat, c'est une copropriété. Et il n'y a pas de démarche antispéculative. À l'époque, ça ne faisait pas forcément sens, ils n'avaient pas forcément réussi à se mettre d'accord. Mais aujourd'hui, ça pose de gros problèmes. Parce qu'il y avait au moins une habitante d'origine qui avait pour le but de revendre plus tard. Et ceux qui ont revendu, ils ont fait des plus-values énormes. Et aujourd'hui, ça fait la ville de Montreuil est en gentrification très accélérée. Et aujourd'hui, pour pouvoir accéder à ce groupement de logements, c'est très très cher, alors que les habitants d'origine n'avaient pas forcément d'énormes moyens. Et nous, on a vu d'autres habitats qu'on met aujourd'hui dans habitat participatif, entre autres les plus récents, qui posent vraiment cette question de la non-spéculation comme principe de base et fédérateur des habitants. Et alors, ils ont dépoussiéré un certain nombre de dispositifs légaux, et depuis la loi Allure et les décrets d'application qui sont parus très très tard, il y a de nouveaux dispositifs. Mais il y a quand même des gens qui continuent à défricher ces dispositifs qui permettent à chacun d'avoir un espace de vie privé, partagé, qui puisse durer, et surtout que d'autres gens puissent accéder par la suite, parce que c'est quand même ce qui ronge aujourd'hui aussi la ville, c'est la spéculation. Je ne sais pas si j'ai répondu à ça. Après, si, il y avait un autre exemple, Souzy. Ouais. Souzy, c'est une abréviation en allemand, Selbst- und Armengisch, après je ne sais plus la suite. C'est à Fribourg. Donc, Fribourg, c'est Boboville, Freiburg, et donc où il y a le premier écoquartier d'Europe de 94 dans les anciennes casernes françaises, les
caserne Vauban, donc le quartier Vauban. Et au moment où la ville préparait son projet d'écoquartier, il y avait également d'autres gens qui avaient pour idée de récupérer des casernes, 4 casernes dans l'armée française, qu'on réussi à récupérer pour monter un projet de quartier. Donc ils ont réussi à récupérer, et aujourd'hui, ces 4 casernes ont été entièrement raménagées par eux. Il y a 260 habitants qui vivent sur place, dont 60 enfants. Et donc ils ont abattu toutes les cloisons dans les casernes, ils ont recréé des appartements, il y en a 4 par étage, je crois, plus des chalets, des cabanes, des camions, des caravanes qui sont posées entre les bâtiments. Ils ont recréé plein d'espaces communs. Il y a un lieu avec un bar associatif, une salle de projection, une bibliothèque, une cave discothèque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi là-dedans ? Épicerie. Et dans chaque... il y a menuiserie, atelier. Et dans chaque caserne, le sous-sol est dévolu au commun, avec des machines à laver, des lieux pour garder la bouffe, et avec un local pour toute la bouffe en rab. Les gens font beaucoup de récup. Au moment où on est arrivé, quelqu'un est arrivé, c'est l'Allemagne, hein. Il est arrivé avec 60 saucisses en rab pour qui veut. Hop, il en prend 5-6 pour chez lui, et puis tout le monde se sert après. Et donc ils ont un montage assez particulier, donc qui garantit qu'il n'y ait aucune spéculation, et à terme, c'est que c'est la propriété, ils ont ce qui est équivalent à une SARL. C'est une SARL qui est propriétaire de tous les logements, et les gens ne sont que locataires des logements, même s'ils ont investi des fonds. Et le deal, c'est que quand ils arrivent dedans, du coup, ils prennent des parts qui leur sont restituées quand ils partent, et ils donnent également 105 heures de leur temps pour entretenir le lieu. Et ils bénéficient d'un loyer du coup de 270 € par mois, donc ce qui est équivalent aux chambres étudiantes de 9 mètres carrés qui sont juste de l'autre côté d'une haie. Avec une qualité de vie qui est incroyable, qui sont dans des colocs de 6, 7, 8, 9 habitants, de tous les âges. Et donc ce qui garantit que le principe ne change pas, c'est que la propriété est partagée par cette SARL locale et une SARL nationale qui contient d'autres lieux comme ça. Il y a 73 lieux en Allemagne qui fonctionnent sous ce système-là, dont Souzy comporte le plus grand nombre d'habitants. Et donc il y a à la fois l'assaut national qui a 50% des voix, et l'assaut local des locataires qui a 50% des voix sur ce qui se passe dans cette SARL. Donc ce qui permet une permanence des principes de non-spéculation. Ça ne bougera pas, parce que l'assaut national ne permettra pas que celui-là quitte ce modèle-là. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Non, rien, c'est super. En France, il y a des gens qui essayent de monter ça. Le clip à Paris, mais on a peu de nouvelles. Je crois qu'ils n'ont même pas répondu, mais ça n'a pas l'air de donner signe de vie. Et ce qui leur a permis aussi d'avoir des fonds, parce qu'au final, ils ont emprunté des fonds auprès de banques au départ. Maintenant, ils empruntent des fonds auprès de banques. C'est le statut de SARL qui fait sérieux, et qui fait sérieux auprès des banques. Et au départ, ils ont pas réussi à avoir l'accord de banque, donc c'est que par les réseaux des particuliers, par leurs amis, leurs familles, qu'ils ont obtenu les fonds, qu'ils ont remboursés plus tard. Après. Mais maintenant, ils ont prouvé que ça tourne, que ça marche, et les banques font bien confiance à ces autres projets-là en Allemagne. Pour le prochain, ce sera Park Farm. On passe en Belgique. Il y a une question. On n'a pas dit, on a débordé un peu des frontières de la France. On est passé aussi par la Belgique, par Genève et Freiburg, là en Allemagne, on a essayé de rester dans le milieu francophone, histoire de voir d'autres manières de faire, aussi d'autres rapports à l'institution, d'autres cultures, tout en restant assez proches, parce que la barrière de la langue ne nous laissait faire. Tu parlais de cadre peu légal des fois pour les actions, notamment la ferme du Bouillon. Est-ce que vous avez croisé des projets qui sont effondrés, qui n'ont pas pu aller à terme parce que justement, je ne sais pas, les normes ou la municipalité s'y est opposée, ou il y a vraiment eu des choses qui n'ont pas marché ? En fait, on a essayé de voir des choses existantes. Enfin, du coup, ce qu'on a rencontré, c'est des choses qui continuent à vivre. Mais en fait, partout, il y a ces choses-là. C'est-à-dire que, imaginons une friche
où des gens plantent des choses pour les cultiver, cette friche, à un moment donné, il y a un projet immobilier, ils sont du coup sans droit ni titre en fait, et qui a l'usage du lieu n'aurait pas reconnu. Du coup, le droit d'usage n'est absolument pas reconnu en France légalement. Alors, le droit à la ville d'Henri Lefebvre, il parle énormément justement de cette reconnaissance de droit d'usage et qui devrait primer sur le droit de propriété. Alors, dans les billets, il y a la question des squats. Et la question des squats, elle pose vraiment cette question-là. Elle pose la question de base il y a d'un côté des logements vacants, de l'autre côté des gens qui sont à la rue. Pourquoi on ne mettrait pas les gens à la rue dans les logements vacants ? Ce qui permet qu'ils puissent avoir un toit pour vivre. Et ils revendiquent justement ce droit d'usage du lieu devant le droit de propriété. Donc après, c'est une lutte, hein, mais ça serait les exemples. Mais en fait, il y en a plein. Sauf qu'il y a des choses toutes petites et des choses beaucoup plus importantes. En ce moment, il y a la question de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui est vraiment la question centrale en France de l'occupation de territoire. Alors, il y a d'autres ZAD qui vivent aussi, mais là, c'est la plus grosse. Mais il y a aussi la question des bidonvilles, comme à Calais aussi, et le cas de leur légitimité. Donc là, en ce moment, à Calais, ils sont en train de détruire des habitats. Il y a Sébastien Thierry, un politologue du Pérou, qui parle très très bien en quoi ce sont des villes et pourquoi c'est la ville du XXIe siècle, les bidonvilles d'aujourd'hui. Et là, pareil, on n'est plus du tout dans le respect du droit d'usage, du fait qu'il y a des gens qui construisent quelque chose collectivement, qui vivent, qui se débrouillent et, en dehors des pouvoirs publics et surtout en confrontation des pouvoirs publics. Alors du coup, Parc Femmes. Alors Parc Femmes, c'est donc à Bruxelles, dans le quartier de Molenbeek, qui est un quartier populaire, qui n'est pas seulement un nid terroriste comme disait Éric Zemmour, mais qui est beaucoup plus autre chose que ça. Et c'est en fait une ancienne emprise ferroviaire qui a été transformée en parc. Et Bruxelles Environnement, qui est le gestionnaire des espaces verts dans la région bruxelloise, qui a profité d'une biennale de design pour équiper ce parc-là. Et l'originalité de la démarche, ça a été de faire un appel à projet avec un jury qui soit constitué de professionnels, mais aussi d'habitants, qui choisissent 10 porteurs de projets qui faisaient une proposition d'aménagement de ce parc-là. Du coup, avant la biennale, les 10 projets retenus devaient organiser des ateliers de discussion avec les habitants du quartier pour co-construire le projet. Donc c'est ce qui s'est passé. Pendant la biennale, il y avait une animation qui était partagée avec les équipes animatrices et les habitants de ces lieux-là. Il y avait un test des usages de ces choses qui ont pu être faits. Donc là, on voit un poulailler, on voit un potager, un four à pain, une cantine serre, une table paysagère. Il y a des moutons aussi. Est-ce qu'on voit d'autres choses ? Non. Et après la biennale, en fait, de ce qui a marché et pas marché, ou ce qui n'a pas marché a été enlevé, mais tout ce qui a marché a été délégué aux habitants du quartier. Donc aujourd'hui, tous les équipements qu'on voit sur les photos sont gérés par les habitants. L'entretien du parc se fait par les espaces verts, mais tout le reste, c'est géré. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que, alors je passe vite parce que je voulais montrer une photo, c'est que c'est le seul parc de la ville de Bruxelles qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc là, réflexe régulier, il va y avoir des dégradations si c'est ouvert. En plus, c'est un quartier populaire, du coup, il y a des délinquants et tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce parc qui est ouvert 24 heures sur 24, il est aussi habité. Il y avait déjà des gens qui habitaient cet endroit avant que ça soit un parc, donc des SDF, qui ont juste été déplacés un petit peu plus loin. Donc c'est les baraquements qu'on voit à gauche, et qui en fait aujourd'hui sont les gardiens de nuit du parc. Mais c'est pas quelque chose, on leur a pas donné cette mission-là. C'est que par leur présence, ils sont devenus les gardiens de nuit. Et il y a un accord tacite avec le gestionnaire du coup institutionnel du parc pour qu'ils restent et du coup puissent vivre. Et ils sont complètement intégrés à ce parc-là. Et ce qui est très frappant par rapport au parc traditionnel en France, mais aussi à Bruxelles, c'est l'ambiance qui s'y dégage. On sent qu'il se passe autre chose dans ce lieu-là. Et surtout que c'est un quartier populaire, donc ça montre que les pauvres, ils savent aussi faire des choses, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Et on a fait un article du coup sur ce parc qui a été repris sur le site de Reporter, justement dans leur rubrique écologie et quartier populaire.
Ouais, pour ajouter on va nuancer un petit peu, la vie n'est pas toujours rose non plus là-bas. Parce que donc c'est un quartier populaire, mais qui est en cours autour de gentrification, avec des tours qui sont construites et tout. Et il y a une grosse différence entre on a un public qui est voilà, de Turcs, de Maghrébins, qui est là, qui compose une grosse partie de la population de Molenbeek, donc qui est associé aussi au projet. Ils sont là, il n'y a pas de souci. Et l'autre versant, c'est le profil gentrifieur, quoi, des gens qui ont la trentaine, qui sont relativement aisés, qui ont d'autres types de professions. Et donc ces deux publics-là ont participé tous les deux à la conception, à la gestion du parc. Et il y avait une seule association qui les réunissait, tout le monde, pour gérer. Mais là, c'est un peu en phase de se fissurer, ou pas, du fait que cette cantine qui est là, qui est proposée, la petite restauration qui est faite, les prix qui sont proposés sont pas accessibles à la population précaire du quartier, et donc ce qui crée pas mal de tensions. Ce qui permet néanmoins à un modèle économique de tenir, c'est ça, c'est les cadres qui sont à côté, qui viennent manger là, en costume cravate, sur la grande table de pique-nique. Mais la population du quartier ne se sent pas du coup intégrée et pas touchée par cette initiative-là. Et donc là, par exemple, c'est Ahmed et son four à pain qui représentaient bien ça, qui était rentré en conflit direct, lui qui a passé tant d'heures de bénévolat à construire son four à pain, à bouger les moutons, à construire le poulailler, et qui n'a pas eu de reconnaissance de la part de l'asso, n'a pas été défrayé. On lui a même pas autorisé à construire derrière ce four à pain-là. Il y a un petit espace entre les arbres. Il voulait faire un lieu convivial, festif, un peu à l'abri des arbres, à l'ombre, qu'on lui a refusé. Là, c'est Bruxelles Environnement, sous prétexte que c'était caché. Et alors qu'on a autorisé l'autre partie de l'asso à faire des événements là-bas. Donc, il en voulait pas mal aussi là-dessus. Mais c'est pas encore fissuré l'unité. Il y a des gens dans l'asso qui ont conscience de ça, qui cherchent à ramener le dialogue, à éviter que ça se fissure avec un lieu, une asso qui correspond à chaque, et chacun demande les subventions de son côté. Donc le dialogue est toujours là. La fracture est pas totale, mais voilà, c'est vivant et il faut le penser. On parlait d'ailleurs du conflit, mais il est ouvert, la discussion est toujours là, mais ça avance toujours, quoi. Mais voilà, tout n'est pas forcément, tout ne roule pas toujours comme sur des roulettes. Il y a différents publics, différents intérêts. Mais ce qui est beau, c'est que tout ce monde-là communique et arrive à faire malgré tout des choses ensemble. Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sinon, on prendra peut-être un dernier exemple après. On enchaîne? Non, c'est parti. Quelqu'un qui veut se lancer? C'est squat. Non, Ouais, on en a un peu parlé. Ah, tiens. Ça, c'est Horizon, ça. En fait, les squats, on en a un peu parlé. On avait une belle photo à vous montrer, mais c'est à Rennes. Et bon, du coup, en tout cas, on pourra la publier sur notre compte Facebook demain ou ce soir, comme ça vous la verrez. Mais c'est une petite pique aux aménageurs qui est assez marrante. Est-ce qu'on peut en prendre un autre? Sur les squats, très rapidement, nous les squats qu'on a voulu voir, il y a différents types de squats. Il y a les squats artistiques, les squats d'urgence, les squats qui vont être plus de la survie, de besoin de trouver un toit, et les squats politiques. Nous, ce qui nous intéressait plus, c'était les squats politiques, ceux qui avaient cette vision-là d'accueillir et de défendre une autre vision de l'habité. C'est les squats où il va y avoir plein de concerts, d'animations, de soupes populaires, des choses comme ça, des squats qui défendent une autre vision de la ville. C'est ceux-là qu'on a voulu voir. Et donc ceux-là, on parlait tout à l'heure du rapport aux institutions, ceux-là qui vont rencontrer aussi le plus de problèmes souvent, qui remettent en cause directement les mairies, les préfectures, la police, et c'est ceux-là qui sont cassés le plus vite. Par exemple, celui-là n'a pas été cassé, mais la maison Mimir à Strasbourg, on est passé, qui était vraiment un petit poumon pour le quartier, dans cette ancienne maison de passe, qui du coup s'est vu refuser de faire des concerts, arrêter d'ouvrir au public, parce que l'installation électrique n'était pas aux normes. Et du coup, ils sont obligés maintenant d'être un vulgaire squat fermé, et du coup qui fait le genre de squat qui fait plus peur aux gens.
Tu veux dire autre chose sur le squat? Bon, voilà, c'est tout. Du coup, petit papier. Ah, vas-y, c'est pour toi. Ça. Alors du coup, on a voulu vous parler d'un exemple un peu pas très loin, à Lyon. Du coup, le Locomotive, comme c'est marqué, c'est un tiers-lieu autogéré. Ça, on en a vu plusieurs des tiers-lieux de ces espaces qui sont ni les espaces de travail, ni les espaces de chez soi, mais où il se passe autre chose. L'origine de ce projet-là, en fait, c'est dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Il n'y avait pas de maison des associations. Un certain nombre de structures associatives se trouvaient à l'étroit dans leurs locaux ou n'avaient pas de locaux. Et ils se sont dit, bon, bah, on se réunit et on s'organise pour qu'il y ait une maison des associations. Comme la mairie n'est pas très enclin nécessairement à mettre beaucoup d'argent pour aider les associations, ils ont proposé un deal à la mairie en disant, on s'occupe de tout, d'écrire le projet, le budgétiser, trouver un terrain, etc. Et vous auriez juste à signer le chèque et comme ça vous fait faire des économies. La mairie a dit OK, ils ont fait l'étude, machin, tout ça. Et au final, quand il s'agissait de mettre l'argent, la mairie a dit finalement on met pas d'argent. Donc là, grosse frustration. Et il y a quelques structures qui ont monté le projet, qui se sont dit non, faut pas qu'on laisse à côté cette chance-là qu'on a de se réunir et de vouloir faire les choses ensemble. Et du coup, elles ont ouvert leur lieu, du coup, qui est un lieu privé, qui est un ancien centre des impôts, et qui est du coup un lieu qui mélange différentes structures associatives ou entreprises aussi. Et tous les ans, le lieu s'est donné 3 missions. C'est celle de faire vivre leur lieu, parce qu'il y a des animations régulières, qui soient ouvertes sur le quartier, et qu'il organise aussi des événements pour le quartier. Donc, par exemple, cette photo, c'est au mois de juillet, il y a depuis 2 ou 3 ans, un événement qui est organisé sur la place, qui s'appelle la place Mazagran. Donc, c'est le Mazagrand événement, qui est une fête pour le quartier, organisée par les gens du quartier. Et cette fête, elle doit beaucoup justement à ce tiers-lieu qui est une ressource assez importante de dynamisme pour le quartier. Et ce qui est très intéressant dans le tiers-lieu aussi, c'est que ce mélange de structures qu'ont au début pas grand-chose à voir, et le fait de se rencontrer, de s'échanger, de travailler à côté, finalement, les amène à travailler ensemble et aller plus loin que ce qu'elles pouvaient imaginer. Et là, on voit pas très très bien, mais en gros, là, c'est leur modèle d'organisation. Et du coup, qui est le plus horizontal possible pour permettre à ce que chaque membre du lieu ait le même pouvoir et la même place pour décider de qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'y vit et tout ça. Et il y a vraiment ce tiers-lieu, mais comme beaucoup, il y a un aspect vraiment très hybride qui est aussi difficile à définir concrètement, à expliquer qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui peut se jouer. Et finalement, dans notre tour, on a beaucoup vu ça, d'espaces hybrides qui étaient pas évidents à raconter. Alors, on essaye de les raconter, mais surtout qui étaient vraiment intéressants parce qu'il se passait autre chose que ce qui se passe d'habitude, dans des endroits qui sont monofonctionnels. Et du coup, c'est aussi des ouvertures de se dire, en fait, de travailler avec des gens qui n'ont un peu rien à voir, finalement, on peut faire quelque chose, on peut travailler ensemble. Voilà. Merci du coup. Du coup, merci beaucoup pour avoir assisté à la conf. Du coup, il y a une petite boîte qui est laissée à côté de la porte, là-haut, si jamais vous voulez participer pour remercier les intervenants qui étaient là ce soir. Et puis, si jamais, ils vont rester un peu avec nous, là, au bureau des étudiants. Donc, si vous voulez boire un coup, partager quelques mots avec eux après la conf, il n'y a aucun problème. Bonne soirée.